Cette semaine, Info Hebdo vous propose une visite au musée et tout de suite retrouvons Martine Salomé sur l'exposition Le Devoir de mémoire. L'Office du tourisme de Niederbronn propose une exposition sur le devoir de mémoire du 17 juin au 10 juillet. Cette exposition rassemble des objets de la Seconde Guerre mondiale, des objets de la vie quotidienne dont certains ont servi aux opérations militaires. C'est suite à une collaboration entre le 54e régiment d'artillerie de Haguenau et le lycée Robert Schumann que cette exposition a pu voir le jour à Niederbronn. Monsieur Gunther Christoph, un professeur d'histoire, a été chargé de ce projet. Avec grand plaisir, il a pris en charge avec sa classe de première S donc, le projet en lui-même. Et militaires et lycéens ont pendant plus d'1 an travaillé ensemble, visité des sites comme le Struthof, l'abri de Athènes, le Vieil Armand. Ensuite, on travaillait ensemble toutes les semaines pour réussir à mettre en place, dans un premier temps, une exposition suivie d'un CD et d'un livre qu'ils ont édité. Militaires et lycéens ont planché pour réaliser ces panneaux d'exposition. On y découvre notamment la germanisation, les libérations des grandes et plus petites villes, l'opération Nordwind ou Undertone. Dans la partie d'accueil, nous avons commencé déjà par évoquer les lieux de mémoire qui ont été visités par donc, les militaires et les lycéens. On a de part et d'autre, il y a quelques objets qui ont servi aussi avant la guerre, pendant la guerre. Donc là, on retrouve dans la partie vitrine beaucoup d'objets de la vie quotidienne. Que ce soit maintenant des machines qui ont servi à couper le blé ou à travailler les céréales, comme par exemple ici, on a une tarare qui est de Wengelsbach. Wengelsbach, pourquoi? Parce que c'était le petit village qui a été libéré et dont un des panneaux est aussi dans notre exposition. Les 3 villes qu'on a retracées dans la libération sur les panneaux, c'était la grande ville de Strasbourg, une ville moyenne de Haguenau et un petit village pour montrer que finalement, dans les 3 villages, ça s'est passé différemment, mais le résultat, en fin de compte, c'était le même. Pour donner plus de saveur et de réalisme à cette exposition, Madame Lise Pomoy, historienne, a déniché quelques petits trésors. Par exemple, l'enveloppe marron, où il n'y a même pas de thème dessus, vient du 157e régiment qui a libéré Niederbronn-Reichshofen. Et c'est donc un soldat qui était blessé, puisque ça vient d'un hôpital. Cette exposition s'adresse à tous les curieux amateurs d'histoire. Vous pouvez la visiter de 15h à 18h, y compris le dimanche. Les amuse-musées sont de retour du 24 avril au 3 juillet dans les Vosges du Nord et notamment le 26 juin à la maison du village de Hofhiller dirigée par Jean-Paul Heurtlin. Vous êtes à Hofhiller dans la maison du village qui représente le cadre de vie d'un petit paysan du 19e siècle, paysan ouvrier, paysan artisan. Musée ouvert il y a une trentaine d'années par M. Karcher qui eut l'idée de conserver pour la postérité des objets du village. Nous organisons en ce moment des ouvertures avec Amuse-Musée, organisée par le parc. Et nous avons prévu encore pour le 26 juin une manifestation avec Amuse-Musée. Et cette fois, il y aura seulement un atelier dirigé par Matto, une personne de Reichshofen, qui animera donc un atelier de tissage. Mais parallèlement, nous ferons des démonstrations de filage, de lin de chanvre. Les enfants pourront apprendre tout en s'amusant avec une série de jeux de découverte et d'histoire. Pour les amateurs de généalogie, le musée sera ouvert le 19 juin, dévoilant des archives communales remontant jusqu'en 1580. Pour plus d'informations, veuillez contacter le musée. Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours.
Au sommaire de ce numéro de Mac 3V, l'entreprise de Athènes nous ouvre ses portes. Et commençons tout de suite par un reportage sur le développement d'Internet. La régie d'électricité de Niederbronn-Reichshofen développe en ce moment une offre Internet haut débit, venant ainsi compléter l'offre câble qu'elle propose. Afin de mener ce projet à bien, une étude a été suivie par un aménagement du réseau existant. Après une première phase de travaux l'hiver dernier, des techniciens spécialisés sont venus poser les fibres qui permettront de recevoir cette nouvelle offre Internet régie chez vous par le câble. Actuellement, des opérateurs proposent déjà de l'Internet haut débit, alors pourquoi encore faire des travaux ? La raison est simple, permettre aux futurs abonnés d'accéder à des offres multiples, télévision par le câble et Internet par exemple, provenant de différents fournisseurs d'accès. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt, me direz-vous ? De tels investissements sont très lourds. Pour favoriser la concurrence et l'émergence de nouveaux services, la région a confié à son délégataire de services publics Alsace-Connexia le soin de construire un réseau alternatif reliant cette fois-ci du nord au sud de l'Alsace les villes moyennes. La régie d'électricité a profité de la baisse des coûts de vente en gros de la bande passante, c'est-à-dire du flux permettant le transport des informations Internet, provoqué par l'arrivée de la région et d'Alsace-Connexia pour démarrer son projet. La régie, depuis un certain nombre d'années, a réfléchi évidemment à l'Internet sur le câble, puisque c'est une composante importante pour l'offre câble. Nous avons attendu le bon moment, évidemment, pour déployer cette offre. Notre objectif est réellement de pouvoir présenter à nos clients une offre attractive, évidemment, concurrentielle par rapport au marché, mais jouer aussi sur la proximité pour se démarquer des autres fournisseurs d'accès de dimension nationale. Notre volonté n'est justement pas d'interposer entre nous et le client des distances et de lourds systèmes de hotline et de standards téléphoniques, mais de garder toujours ce contact et de pouvoir accompagner l'internaute du mieux possible. Effectivement, pour mener à bien ce projet, des fibres sont tirées de Gundershofen jusqu'en un premier temps à notre tête de station, tête de réseau de la régie. La régie a toujours eu le soin de prendre des mesures conservatoires en termes de génie civil pour pouvoir un jour effectivement déployer une telle offre. C'est pour ça que l'on arrive à mener aussi cette opération en minimisant les travaux de génie civil. La régie a fait le choix d'un câble à 72 fibres. Choix surdimensionné permettant dans l'avenir à d'autres opérateurs de profiter de l'installation, favorisant ainsi la concurrence. Alors bien sûr, la régie, quand elle a voulu se lancer là-dedans, elle a dû faire une consultation de prix. Donc elle s'est mise en contact avec différentes entreprises du métier. Elle a envoyé un courrier et a fait un comparatif de prix et a pris l'entreprise la mieux disante, c'est-à-dire celle qui avait la meilleure prestation pour le meilleur prix. Donc là, c'est une société de Moselle qui a été retenue. C'est une société qui fait énormément de tirage de fibres, surtout le long des autoroutes, le long des voies de chemin de fer. Cette entreprise utilise plusieurs techniques. Donc là, on a tiré 6 km de fibres. Il y avait 1,5 km qui était sur du tube PE, donc c'est du tube qu'on utilise pour l'eau, et le reste était sur du tube traditionnel. Donc ils ont utilisé deux techniques. Une technique était traditionnelle, c'est-à-dire qu'on tire chambre par chambre. On tire le câble dans une chambre, on ouvre les chambres et on tire. Et la deuxième technique était une technique de soufflage qui permet de faire des portées de 2 à 3 km. Donc on met le tube PE qui a une grande résistance, on le met sous pression et on lâche doucement la pression et la fibre glisse dans le tube et va jusqu'à la sortie. Donc la mise en œuvre et l'installation de l'équipement pour souffler la fibre est assez long. Après c'est assez rapide s'il n'y a pas de contraintes qui font qu'on est bloqué. Ça se tire, je pense à peu près en 30 minutes, ils sont arrivés au bout. Après avoir mis en place les fibres, il faut maintenant les souder. Alors comment ça se passe? Donc on a une boîte de raccordement
Donc comme c'est une 72 fibres, on a pris une 72. Il y en a plusieurs. Il y a des 12, des 48, des 144, des 288. Donc là on a pris une petite. On rentre ici avec des ustensiles étanches. Hein. On vient, on dénude à peu près 1,60 m et on les love dans des cassettes. Une fois que c'est lové, il suffit de prendre la machine et de dessouder. Voilà. Après, on décape la couche époxy, c'est la peinture pour les repérer les fibres. Il y a 12 couleurs. Donc on la décape. Voilà. Il faut l'essuyer, s'il y a encore de la petite colle. Soit bien propre. Donc ça c'est une cliveuse. C'est une machine qui sert à couper la fibre. Donc c'est ça qui va nous faire souder. Là, la pièce que je rabats c'est pour maintenir la fibre. Donc on la met plus près des électrodes possible. On la maintient. On rabaisse pour que ça reste droit. Ceux-ci c'est des moteurs. Donc ils bougent. Hein. Donc, avec la deuxième on fait pareil. On rebaisse le capot. Et là c'est ma caméra qui va marcher. Donc elle rassemble les fibres. Là elle va les aligner. Donc là c'est ce qu'elle est en train de chercher. Elle les aligner. Elle fait pareil avec le deuxième axe. Donc là il y a deux axes. Elle va nous montrer la soudure qui est au milieu à peu près. Elle va nous donner une valeur approximative. Une fois que c'est bon, on ouvre le capot. Et les moteurs vont tirer pour voir si la soudure est bien faite, si c'est pas du collage. Voilà. Donc là c'est prêt. On met le thermo sur la soudure. On ouvre le four qui va permettre de rétreindre le thermo. Et on appuie. Fini. La technologie du câble permet de véhiculer le débit Internet sans perte jusqu'aux extrémités du réseau. Alors concrètement, les clients pourront se connecter dès la rentrée de 2005, septembre 2005. Évidemment, nous menons des essais préalables et certains clients participeront à cet essai. Et on les choisira d'une manière bien répartie sur le réseau pour pouvoir tester géographiquement les différents sites. Cette nouvelle offre Internet concerne Niederbronn-les-Bains, Reichshofen et Oberbronn. L'entreprise de mécanique générale de précision de Athènes a été créée il y a une quinzaine d'années par Hubert de Athènes. Tout d'abord installée dans une grange à Gundershofen, la société fait partie aujourd'hui des entreprises de la zone d'activité du Sandholz. Moi je travaille en usine, comme la plupart des gens. Et puis à un moment donné de ma vie, j'ai décidé d'essayer de me mettre à mon compte, quoi. À l'atelier, il y a une quinzaine de personnes. Et au niveau du bureau, on est à 3. Ma secrétaire, il y a moi et puis un technicien qui fait aussi office de responsable d'atelier. Les machines sont relativement neuves, qui répondent aux critères qu'on a besoin de nos jours. Il y a pratiquement 80% c'est de la commande numérique. Et après il y a aussi les conventionnels qu'on a toujours besoin. Puis au niveau de taille machine, puisqu'on peut démarrer à des pièces de l'ordre du centimètre par exemple, jusqu'à, vu la dernière qui est rentrée à Noël, qui fallait jusqu'à 6 mètres de long. Ben, ça, pour nous, c'est du fraisage, du tournage, un peu de soudure, rectification bien sûr, électro-érosion, tout ce qui est rapport avec des pièces pour machine ou autre, quoi. Mais c'est surtout, nous, notre spécialité, c'est évidemment la pièce unitaire, la pièce spéciale. Bon, bien sûr, on a des clients sur Strasbourg, on en a un petit peu en Allemagne. Mais le gros des clients, c'est pas ça, non. Le client, il vient avec des plans. Il les envoie par fax, par mail ou par poste. Et puis, le dossier, on le chiffre, on lui retourne. Le chiffrage est fait, les clients nous retournent une commande. Après, il faut commander la matière. Et puis, c'est lancé dans le circuit de fabrication. Après, il y a des délais de 3 semaines pour... parfois, il y a aussi des urgences, quoi. Ça, c'est traité tout de suite. Mais, je veux dire, une pièce, 2-3 semaines... de temps pour la faire, quoi. Entre l'achat matière, la réalisation, parfois il y a de la sous-traitance sur les pièces, du style traitement thermique, donc tout ça il faut le voir. Les matières premières c'est les aciers à outils, c'est des aciers assez nobles,
Ça veut dire que c'est des aciers qui coûtent dans les 5-6 € du kilo à l'achat. C'est des aciers qui se laissent traiter, mais il n'y a pas que l'acier, il y a après des aluminium, des bronzes, on a du plastique bien sûr. On a un client qui souvent nous fait faire du plastique, le client c'est Tripa à Gundershofen. Là on fait les gabarits de cintrage, des choses comme ça. On se trouve ici au stock, donc c'est là que pose toute la matière première. Donc on retrouve du plastique, de l'acier, de l'alu, on travaille toutes sortes de matières, du bronze, du laiton. Et une fois que la matière est débitée, elle part en usinage. Donc l'usinage proprement dit se différencie par deux grands domaines. Donc le domaine du tournage. On a un exemple de tournage, donc là il est en train de tourner une pièce en plastique. Ça c'est du tournage conventionnel où la personne, l'homme est le plus sollicité dans l'affaire. Ensuite on a du tournage en commande numérique, donc qui se base sur la programmation. Et les déplacements d'outils sont gérés par la machine. Donc le deuxième domaine que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fraisage. Donc on en vient là aux machines conventionnelles de fraisage. Donc pareil, là c'est l'homme en fait qui fait le travail manuel. De l'autre côté, on a les centres d'usinage, donc avec gestion d'outils, de magasins d'outils et d'avance de travail élevée et d'avance rapide. Disons que la commande numérique permet de réaliser des formes très complexes, alors que les machines conventionnelles demandent des applications assez restreintes, dans le sens où pour ébaucher un prisme, percer un trou, tout ça on peut le faire sur conventionnel. Dès qu'il s'agit de travailler en 2 axes, 3 axes, 4 axes ou 5 axes en simultané, c'est de la commande numérique. Donc alors voilà comment je reçois les données pour réaliser une pièce de mon client. Donc c'est un dessin technique qui se caractérise par les différentes vues. On retrouve le cartouche dans lequel est indiquée la matière à prendre pour réaliser la pièce. Donc dans le cas présent, on a de l'A60. Donc à partir de là, moi, ce que je fais, c'est que je vais commander la matière première sous forme de lopin dans ce cas-là. Donc cette pièce, elle sert dans le cas de la métrologie pour des mesures de pièces. Elle sert en fait de posage pour un gabarit de contrôle. Tout ça en fait, nous par rapport à un devis approximatif, dans le cas d'une pièce comme ça, on a à peu près 5-6 heures de programmation. Et donc en temps d'usinage, on peut dire qu'il y aurait 2 heures d'usinage par pièce. Donc toutes nos pièces sont contrôlées. Pour ça, on a des moyens de contrôle donc variés. On a des machines, des colonnes de mesure. On a plein d'outillages pour mesurer les pièces. Et nous, en fait, on s'efforce de garder, de suivre les cotations du plan et de respecter les intervalles de tolérance. Je t'interromps là, il y a une pièce qui est venue en urgence. Ok. Donc c'est un posage. On en a combien? 6 pièces? Il y a 6 pièces à faire. Okay. Donc le brut, c'est donc des lopins qui sont débités. Ouais, bah j'avais déjà fait des pièces similaires, quoi. C'est à peu près les mêmes, quoi. Voilà. Donc là on est en train d'usiner, on est en train de réaliser une phase de la pièce. Donc là on a un aperçu de l'avancement des travaux. À ce stade de l'usinage, on a réalisé une phase, c'est-à-dire qu'on a monté une fois la pièce sur l'étau et on a usiné. Donc au départ on a un prisme, donc la matière première. On a une prise en étau et donc on va usiner la pièce sans la démonter. On va obtenir ça au bout de la première phase. Donc pour vous faire comprendre un peu en fait l'histoire des phases, c'est que là, dans ce cas-là, on se trouve dans la phase première. Dans cette situation-là, la pièce elle est finie.
c'est-à-dire entre là et là, on a donc une phase différente, c'est-à-dire que là, à ce niveau-là, on va reprendre la pièce et on va faire l'usinage de l'autre côté. J'attaque, hein. Donc voilà, je fais tes gammes et programmation et D'accord, ok, je vois. préparation des outils et puis voilà. La première chose à faire déjà quand on a un plan, c'est regarder la cotation. Bon, souvent on a des pièces précises, et des fois on a des pièces au dixième. Quand c'est au dixième, c'est pas un problème, c'est pas trop précis, mais quand il y a des centièmes, il faut respecter les centièmes, hein. C'est suivant ce que le client il veut. Donc moi la première chose que je fais, je prends le plan, je regarde mes cotations. Donc là je vois qu'il y a des 8 moins 1 centième, c'est des allésages. Donc là il y a du 4 normalement, là quelque part, il y a du 4 H7 aussi. Donc là, ça c'est les premières choses. Ensuite, ce que j'étudie, c'est comment je vais prendre la pièce, comment je vais la faire, en combien d'opérations je vais la faire. Le but, c'est de faire le plus vite possible, je veux dire le plus vite possible et le plus précis possible sans démonter la pièce, quoi. Donc logiquement, j'ai déjà fait des pièces similaires et j'arrive à le faire en 3 opérations cette pièce. Une fois que j'ai étudié mon plan, première chose que je fais, bon, je commence à ouvrir un nouveau programme. Je commence à programmer avec mes outils et tout ce qui va avec. Bon là, je sais que je vais prendre une fraise de diamètre 50 pour faire tout ce qui est contournage, surfaçage. Une fois que j'ai fait tout ce qui est le plus gros copeau, là, une fois que j'ai enlevé ça, ben, je vais attaquer par les perçages de poche pour enlever le plus gros à chaque fois, hein. Une fois que j'ai enlevé ça, ben, je vais commencer à programmer les contours et faire les finitions et tout ce qui va avec. Là, je fais une simulation pour voir s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas d'erreur dans le programme. En fait, c'est tout simple, quoi. Il faut définir l'outil, on définit le cycle qu'on veut faire, si c'est un perçage, taraudage, poche, quoi que ce soit. Ensuite, on prépare la pièce, on prend les origines, le plus important c'est les origines aussi, et après on lance le programme et logiquement ça marche, quoi. Voilà. S'il n'y a pas d'erreur de programmation. Si vous avez une erreur de programmation, c'est le crash. Et c'est là, l'outil il est cassé et ça se trouve la machine aussi elle a des problèmes. Parce qu'à la vitesse où ça va, je lance le programme. Mais bon, il faut toujours vérifier aussi les outils, si les plaquettes sont bons et s'ils coupent encore et ainsi de suite, quoi. Là on va voir la première fraise, si les plaquettes sont encore en bon état. Donc c'est celle qui va faire l'ébauche. Là a priori c'est bon. Donc là je peux laisser la fraise comme elle est. Donc celle-là je peux la ranger. Ben ça c'est une machine, c'est simple, c'est une fraise de 5 axes et bon, quand on parle de 5 axes, je veux dire il y a 3 axes et 5 axes. 3 axes, vous avez juste l'axe X, Y et Z. Bon, on fait que des pièces à plat, on ne peut pas tourner, on ne peut rien faire. L'avantage qu'on a avec cette machine, on peut tourner la pièce sur 360 degrés et sur 180 degrés, je veux dire une demi-sphère, on peut faire, sans démonter la pièce, on peut tout faire dessus, sur une demi-sphère. La programmation faite, la machine commence à usiner. Une fois la commande terminée, elle est expédiée au client. Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours.